Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver avec mes camarades donc à l'Institut du Monde Arabe. Il fait un temps magnifique sur Paris. Nous allons vous proposer une nouvelle émission. Mes camarades, vous les connaissez, Estelle Martin, ma chère Estelle. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Alain Gerlache, qui malheureusement n'était pas dans le programme, mais est venu quand même. Voilà, j'ai vu de la lumière. Voilà, il a vu de la lumière, il a donc traversé la frontière. Mais il était dans le Thalys, en fait. Mais voilà, il était dans le Thalys. Mon camarade Michel qui vient évidemment nous retrouver depuis Bonjour, sa Guillaume. Suisse magnifique. Et alors évidemment, le décalage horaire personnifié, Julie. Bonjour. Qui fait combien actuellement? Parce que... Moins 30. Moins 30. À bientôt, Moins 30 à chez moi. bientôt Julie. Ça se Et voit vous pas, tenez mais quand comme même? ça. Non. Ben oui, ça tient, bien sûr. Mais est-ce C'est qu'on en sort forme. par moins 30? Oui, Non. non, on reste chez soi. On reste chez Ah soi. oui. Donc on lit. Oui, Eh, c'est entre parfait. autres. Et puis évidemment Yves Bigot que vous connaissez puisqu'il est tout simplement le patron de cette chaîne. Voici donc le sommaire. Le cinéma francophone est très animé. Les Suisses, Français, Belges ou Québécois s'affichent aussi bien au générique de films d'animation superproduction américaine qu'ils s'illustrent dans des productions francophones qui cartoonnent. École, studio, participation de la télévision, tout concourt à ce que nous soyons en pointe dans ce domaine. Pour la première rétrospective qui lui est consacrée dans le monde depuis 10 ans, Paul Gauguin est célébré avec une cinquantaine de chefs-d'œuvre absolus à la Fondation Beyeler à Bâle, en Suisse, jusqu'au 28 juin. Paul Gauguin, dont l'influence s'étend au-delà de la peinture, nous en parlons tout à l'heure. Véronique Sanson est partout en ce moment. Elle explore ses années américaines sur scène, dans un livre et également avec un double CD. Omniprésence d'une artiste majeure à laquelle nous nous intéressons. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Le premier sujet que nous allons traiter dans 200 millions de critiques, je vous rappelle que nous sommes donc à l'Institut du Monde Arabe avec mes camarades, c'est l'animation française qui est devenue d'une certaine manière championne du monde. Quand vous regardez, même dans les grands dessins animés étrangers, les gens qui sont responsables de l'animation, vous vous rendez compte qu'il y a un nombre considérable de francophones. Cette animation est née en France en 1892, pour être précis, avec le théâtre optique d'Émile Reynaud au musée Grévin à Paris, où les dessins étaient peints sur la pellicule. Il y a actuellement énormément de dessins animés francophones qui remportent des succès considérables. Et voici un exemple avec le court-métrage Tempête sur un oracle du réalisateur français Paul Cabon, qui a été entre autres récemment récompensé au Festival américain de Sundance. Voici un extrait. Ok, t'es prêt? Bonjour, c'est moi. Bonsoir. Et je vous propose de regarder un autre extrait de film d'animation français, également excellent, qui sortira l'été prochain, qui s'appelle Moon, le gardien de la Lune, d'Alexandre Eboyan et Benoît Philippon. C'est en exclusivité, donc sur l'antenne de TV5 et de 200 millions de critiques, que nous vous proposons ces images. Oh non! La Lune est en train de dériver. Oh. Je crois que j'ai une idée.
qui se passionne pour ce sujet? On est aux enchères au début. Julie. Mais moi, je me passionne pour l'animation parce que l'ONF, l'Office national du film, qui a été fondé en 1939, a vu son studio d'animation venir au monde en 1966. Et c'est devenu une chef de file en termes d'animation. On s'est illustré 7 fois aux Oscars, remportant dans cette catégorie la statuette. Et encore cette année, une réalisatrice d'origine danoise, mais qui vit à Montréal, du studio de l'ONF, sera en lice avec Mamoulton ONF, et ça moi. veut dire quoi, Julie? Office national du film du Canada. Voilà. Alors, il y a dans ce studio, ce qui est un laboratoire, on explore plusieurs avenues, puis on fait un peu éclater les barrières et on bouscule les conventions de l'animation en amenant aussi l'interactivité. Il y a un réalisateur qui sera à Paris du 12 au 15 mars au Gaieté Lyrique. Alors, le film de Vincent Morissette s'appelle Jusqu'ici. Vincent, pardonnez-moi, parce que j'ai... Vincent Morissette. Morisset. Voilà. Voilà. Et son film, on devient le personnage, le personnage d'animation Ouais. est aussi en 2D. Et c'est pas une caméra subjective dans la mesure où on le voit. Mais c'est nous, en manipulant D'accord. certaines manettes, qui franchissons des paysages, des montagnes, des forêts. C'est très, très bien fait. Donc, si vous voulez expérimenter au Gaieté Lyrique, vous pourrez voir. Mais il y a ce beaucoup de type ça dans les jeux qui sont, enfin les jeux des adolescents aujourd'hui, les Ouais. trucs genre Assassin's Creed, etc., où il y a effectivement un design qui est très au point, une participation. Enfin, moi, ça me consterne quand je vois mon fils jouer à ça toute la journée. Mais c'est techniquement très bien fait. Oui. C'est vrai. Mais alors, mon cher Alain, bien qu'il n'étant pas prévu au programme, Mais je suis venu Mais vous en tant parler. qu'invité, Je c'est suis ça. venu vous parler de Wallonie et de Bruxelles. Évidemment, nous avons une grande tradition de bande dessinée qui a débouché, évolution naturelle, vers des studios d'animation. Un des plus célèbres, par exemple, se trouve dans la région de Charleroi. Il s'appelle Dreamwall. C'est une association entre les studios Dupuis, ceux qui ont lancé Spirou à l'époque, etc., qui continuent aujourd'hui, et la RTBF. Et donc, on se trouve un petit peu au croisement entre des studios d'animation, des studios virtuels, de la 3D, etc., ce qui permet aussi économiquement d'ouvrir le champ et de rendre l'entreprise viable. Et puis alors, il y a au-delà de cette production, un véritable intérêt du public, notamment avec un festival annuel. C'est le dernier week-end, il faut se précipiter, c'est à Flagey, qui est aussi lié à la RTBF, puisque ce sont historiquement nos premiers grands studios de radio. Maintenant, c'est devenu un centre culturel et c'est le festival Anima qui regroupe toute une série de films, pas seulement francophones. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un véritable engouement du public. Il faut s'y prendre longtemps à l'avance, mais j'ai vérifié, il reste des places pour certaines séances. Donc, c'est le festival Anima au Centre culturel Flagey à Bruxelles. mais alors qu'est-ce qu'on a de plus? Parce que c'est ça quand même le sujet. Je pense qu'on a une école déjà qui est renommée, l'école des Gobelins, qui était la première en Exact. France. Et c'est vrai qu'on a vu des courts-métrages, même de fin d'année d'études, qui sont arrivés aux Oscars. Je pense à Octapody. Absolument. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie démarche. Alors, je trouve que la différence pour nous, en France, sans être cocorico, c'est qu'il y a une vraie démarche artistique. On l'a vu avec Sylvain Chaumet. Alors là, en plus, c'était un projet franco-belgo et québécois. Donc voilà, les triplettes de Belleville. On sent qu'il y a vraiment une esthétique. Et même, il renvoie à Tati. Et je trouve qu'effectivement, tous ceux qui travaillent dans le dessin d'animation en France ont toujours une démarche artistique. On a vu Sang d'encre, où il y a l'esthétique baudelairienne. Destiny, où là aussi, il y a aussi une touche, comment dire, plus peut-être artistique culturelle, puisqu'il y a Philippe Cadic, mais c'est un petit mélange avec Sampé. Et je pense que c'est ce qui fait notre différence en France. On a toujours des références littéraires ou alors picturales. Et peut-être ça fait notre différence par rapport aux autres. Oui, mais c'est ça. L'animation, ça a plusieurs vitesses. Alors vraiment, la Suisse, en termes d'animation, c'est vraiment un pays tout petit, avec une production d'animation qui est extrêmement artisanale, même si les films sont souvent bien reçus dans les différents festivals d'animation, dont celui d'Annecy, qui est un peu l'équivalent pour l'animation de Cannes pour le cinéma. Et puis sinon, on a quelques personnalités comme ça qui s'exportent, dont Simon Otto, qui bosse chez DreamWorks, qui est un élève qui est passé par les Gobelins précisément à Paris. Et lui, il expliquait à la fin de sa première année d'études, par exemple, il avait déjà été embauché par les studios DreamWorks pour bosser chez eux. Et l'analyse qu'il faisait dans une interview que j'ai écoutée récemment, il expliquait ce que les États-Unis envient à la France, ce côté French Touch qu'est la France, c'est effectivement le côté plus artistique qui découle de tout l'héritage de la BD, de toute cette connaissance culturelle qu'il y a. Et puis encore autre chose, c'est-à-dire que lui expliquait comme c'est des plus petits budgets, souvent, ces films-là, ça permet
dès le départ de se dire qu'on aura moins besoin de public pour rentabiliser le film, donc ça permet de prendre un petit peu plus de risques. Alors qu'aux États-Unis, souvent on fait des films à très gros budget. Et par conséquent, il faut les faire le plus mainstream possible afin de séduire le plus de public possible, afin de pouvoir rentabiliser l'investissement. Et lui, dire que vraiment, il le dit, il travaille là-dedans. C'est lui qui est responsable de l'animation, par exemple, pour Dragon 2, donc ça fait partie des 4-5 grandes signatures du film. Il dit qu'il y a une certaine jalousie de la part d'Hollywood devant la liberté que peuvent avoir les auteurs de films d'animation français. Et ils la reprennent parfois, parce que Jean-Christophe Dessin est allé travailler, lui, en Corée du Sud, pour Scooby-Doo, par exemple, ou les Simpsons, et il a décidé de revenir en France pour faire Le Jour des Corneilles, parce qu'il avait envie de faire un film plus personnel, plus artistique, et je pense que c'est effectivement là aussi qu'il y a vraiment cette différence avec les autres, peut-être, réalisateurs qui vont plus dans le gros budget, et eux, vraiment, les Français ont envie, alors bon, je sens oui, côté, oui. mais c'est vrai, il y a vraiment cette envie d'avoir des projets plus personnels. C'est vrai, mais enfin, voilà ces gros mythes. Bigot n'a rien dit. Voilà ces gros mythes, par Bigot exemple, n'a qui est rien un des dit. modèles, c'est très poétique aussi. Oui, on n'est pas les seuls à l'avoir. Non, mais l'autre élément qui, évidemment, dit au-delà de la créativité et du lien avec le passé et le patrimoine littéraire, c'est aussi l'investissement qui existe en France de manière assez puissante dans le cinéma. Et l'animation est évidemment une des composantes du cinéma, mais aussi dans la télévision. Parce que l'animation à la télévision sont aussi des budgets importants. Oui. Et c'est d'ailleurs un des rares genres dans lequel les chaînes françaises trouvent des coproductions internationales, contrairement à ce qui est plus rare dans les domaines plus simples de la fiction ou du documentaire, même si ça existe aussi. Donc on se donne aussi les moyens d'être très présent dans l'animation dans le monde. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi un côté bidouille et cheap, car je me souviens, cher Alain Gerlache, que le premier film en full 3D au monde est belge, et il a été fabriqué par deux gars qui habitent dans un bled où vous m'aviez emmené, qui s'appelle Aubel. Aubel, au fin fond de la Wallonie, je crois que c'est la capitale de la pomme wallonne, si je ne m'abuse. En effet. Et donc c'est là-bas que 2 ou 3 Wallons ont fabriqué, en bidouillant, le premier court-métrage qui était le premier film en full 3D qui s'appelait Fly Me to the Moon. Exactement. D'où la chanson de Frank Sinatra. Fly me to the moon. Enfin, bref. And take a walk along the stars. Et ouais, juste par rapport à Sylvain Chomet, je vous invite à revoir le générique qu'il a fait pour les Simpsons, parce que vraiment, il est assez drôle, il est très caricatural sur le côté franchouillard, et c'est rare que les réalisateurs... Non, mais c'est vrai que c'est rare que les réalisateurs étrangers réalisent des génériques pour les Simpsons, grande série... américaine. Donc vraiment, je vous invite à le revoir, c'est très très drôle. Les tweets pour clore ce débat, parce que nous allons parler ensuite de Gauguin et de Véronique Sanson, celui donc d'une école d'art française et plus précisément une école lyonnaise, l'école Bellecour, qui forme entre autres des étudiants en animation 3D. Et un tweet soulignant le succès de la French Touch dans le domaine de l'animation 3D avec un renvoi sur l'article du magazine français Le Nouvel Obs qui récemment donc s'est intéressé à ce sujet. Le deuxième tweet émane d'un blogueur qui s'appelle Gilles Le Boulanger. Et il renvoie sur un article du site culturel de France Télévisions, Culture Box, mettant en avant l'exportation impressionnante des films d'animation français donc aux États-Unis. Voici donc pour les tweets. Vous pouvez évidemment participer à cette émission en envoyant vos tweets ou en correspondant avec le site internet de TV5 Monde. Nous sommes donc 200 millions de critiques, vous le savez, et nous sommes à l'Institut du monde arabe. Avec nos camarades pour vous parler de l'actualité culturelle. 200 millions de critiques va s'intéresser maintenant à une rétrospective extraordinaire qui est consacrée donc à Paul Gauguin, à Bâle, à la Fondation Beyeler, extraordinaire fondation en Suisse. Pourquoi cette rétrospective est-elle extraordinaire ? Eh bien tout simplement parce qu'il devient de plus en plus difficile, étant donné les sommes d'assurance astronomiques, de réunir tous ces tableaux qui viennent du monde entier. Il est donc important d'aller à Bâle en urgence pour voir ces toiles que tout le monde connaît et qui enchantent l'histoire de la peinture. Pour la Fondation, c'est le plus gros coup depuis sa création en 1997 et c'est peut-être la dernière fois qu'on pourra voir rassembler ces peintures de Paul Gauguin. Elles sont éparpillées dans les plus grands musées du monde, comme cette toile venue de Boston et que l'artiste a peint après la mort de sa fille en 1897. C'est une œuvre qui reflète toute sa pensée, toute son expérience artistique, la sensualité de sa peinture, l'expressivité de sa peinture. C'est quelque chose qui a fortement marqué la jeune génération au début du XXe siècle. Paul Gauguin est une étoile filante dans l'art. Il a débuté sa vie dans les affaires et s'est tourné vers la peinture à 35 ans.
Décédé en 1903, à 55 ans, il a produit en 20 ans une œuvre qu'il a été difficile de faire venir à Bâle pour une raison essentielle. Beaucoup d'œuvres de Gauguin sont dans un état assez fragile. Ça a à faire avec les matériaux qu'il avait à disposition à Tahiti et aux îles Marquises. Et aujourd'hui, ces œuvres sont très souvent dans un état qui ne permet pas de les laisser voyager. Pas étonnant donc s'il a fallu 6 ans pour convaincre les prêteurs de 13 pays pour 50 œuvres dont la valeur est assurée pour 2,5 milliards. Celle-ci, présentée à Beyeler, vient d'ailleurs d'être vendue 330 millions par un collectionneur suisse. Gauguin est une icône de l'art. La Fondation Beyeler l'a compris et déploie pour séduire le public des moyens extraordinaires axés sur l'interactivité. On organise dans l'exposition d'autres façons interactives pour que les gens puissent se rapprocher de l'œuvre. Et on invite le public à partager leur vision du paradis sur Terre, comme celui que Paul Gauguin avait trouvé dans ses tableaux. Et puis ces images peuvent être partagées sur Internet et vont être projetées aussi dans l'exposition. Une boutique propose enfin des souvenirs qui n'auraient sans doute pas tous été du goût de Paul Gauguin, qui est parti en Polynésie pour être débarrassé de l'influence de la civilisation. Voilà, sujet donc de la télévision suisse que vous avez découvert donc à propos donc de cette rétrospective. Mon cher Michel, évidemment, à tout seigneur, tout honneur. C'est vrai que Beyeler est un endroit formidable, ne serait-ce qu'architecturalement. C'est un bâtiment de Renzo Piano, puis c'est une histoire aussi qui a fait le tour de la planète maintenant. Beyeler étant un couple de marchands d'art qui, sans enfants, ont décidé de léguer tous les tableaux qu'ils avaient à une fondation, cette fondation qui désormais a comme exposition permanente environ 200 tableaux qui vont de très contemporains, Rothko, Barnett Newman, Miro, Picasso et autres. Et puis de temps en temps, il y a des expositions temporaires, dont celle de Gauguin, qui est formidable, avec une 50aine de tableaux, comme on l'a vu. Et puis voilà, Gauguin, c'est l'occasion d'aller évidemment admirer ces tableaux parce que c'est Gauguin, parce que artistiquement, ce qu'il a fait est formidable. Mais au-delà, simplement, on va dire, de l'aspect esthétique qui nous touche tous, il y a chez Gauguin, Gauguin a imprimé véritablement quelque chose au niveau de l'art. S'il n'y avait pas eu Gauguin, il n'y aurait peut-être pas eu Picasso, Vlaminck ou Derain, ou en tout cas pas tout de suite, parce qu'on oublie parfois que Gauguin, outre l'aspect purement esthétique qu'il a su amener à l'art, il a permis, avec la rétrospective de 1906, au primitivisme, a véritablement influé avec les fauves sur le courant de l'art. Et oui, il a marqué historiquement. C'est pas simplement une beauté esthétique quand on admire Gauguin. C'est précisément pour ça que Gauguin va au-delà de la peinture. Il est dans le symbolisme et aussi dans la philosophie. Tout simplement, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, son célèbre toile du musée de Boston. Voilà, magistral, et que donc il parle et il existe au-delà du monde de la peinture. Il a beaucoup frappé Gérard Manset. Pareil, qui est un fan absolu, qui lui a consacré plusieurs chansons, dont « Et l'or de mon corps ». Michael Franks, qui a écrit une comédie musicale qui s'appelle Noah Noah, qui n'arrive pas à monter, mais qui a utilisé plusieurs de ses toiles sur des pochettes d'albums, Objects of Desire, entre autres. Donc Gauguin, comme Magritte, dans un tout autre genre d'ailleurs, mais il connecte au-delà simplement du monde de l'art pictural et de la peinture. Et on voit le succès et l'écho faramineux qu'il a. Il suffit de voir ce que lui consacre Libération, donc sur le plusieurs... titre est assez savoureux, comme d'habitude. Regardez, oui, bien sûr, comme toujours, sur plusieurs... voilà. Les plus habitués au papier. Oui, et puis il y a une chose qui est... Non, mais garde là, regardez là, par exemple, le rose du fond. Oui. À quel point, par exemple, ça a influencé quelqu'un comme Francis Bacon. Il faut dire que c'est une peinture à plat. C'est-à-dire qu'il ne veut tellement pas que ce soit au fond de la peinture qui soit liée à la photo, que tout est collé sur des fonds comme ça, avec ces personnages qui sont quand même très mélancoliques.
bien qu'étant au bout Ce qui est intéressant aussi quand vous dites que voilà, ils ont été chercher autre chose, et ils connectent au-delà de la peinture, il faut replacer aussi dans le contexte historique. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, on était en pleine révolution industrielle, on allait vers une évolution qui était considérée comme linéaire, on allait vers le meilleur, vers le plus beau, artistiquement, économiquement et industriellement. Et ces artistes, Gauguin en tête, alors il a été chercher de nouvelles idées artistiques, ça c'est une chose, mais il l'a aussi fait pourquoi? Parce qu'il y avait les expositions universelles qui l'ont beaucoup marqué. 1889. Et il s'est rendu compte que lui voulait autre chose que cette évolution, on va dire, naturelle, qui était celle de l'Occident vers... la technique. Exactement, vers une société qui était meilleure, et d'aller rechercher aux sources, en voyageant, une nouvelle source d'inspiration, mais pas simplement artistique, qui était véritablement humaine. Et c'est pour ça qu'il dépasse complètement la peinture. C'est la recherche du paradis perdu, d'où le lien avec la génération des années 60 et 70. Non, mais je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont ces destins qui font que ces expositions parlent au public. Ce n'est pas simplement de la peinture, mais c'est aussi une histoire humaine, un destin personnel, une réflexion philosophique. Et c'est ça aussi qui fait, me semble-t-il, la réaction du public. On le vit chez nous avec le début de Mons 2015, Mons, capitale européenne de la culture. Je ne vais pas vous en parler à chaque émission, mais pour signaler quand même que... C'est votre Céline Dion à vous ? L'exposition, l'activité, l'événement qui marche le plus, qui attire le plus le public actuellement, c'est l'exposition consacrée à Van Gogh au Pays Noir. Et pourtant, ce ne sont pas les grands tableaux de Van Gogh qui s'y trouvent. Ce sont des esquisses, ce sont des dessins, c'est son histoire personnelle. On sait bien qu'il faut aller un peu plus loin, et notamment à Amsterdam, pour voir les grands tableaux. Et alors pourtant, il fallait aller plus au sud pour qu'il rencontre Gauguin, justement. Évidemment, c'est là le lien. Car Jacques Dutronc avait chanté, je ne sais pas si vous vous souvenez, un morceau qui s'appelait « Je ne suis pas un Van Goghin ». En effet, mais ça montre bien que ça fait partie de l'histoire populaire, malgré tout, et que les gens ont envie aussi de découvrir les personnages par leurs œuvres, et il me semble que c'est important. Gauguin, d'ailleurs, qui avait eu un mauvais souvenir de son passage dans le Sud avec Van Gogh. Bien sûr, et moi, ce que bien sûr, mais ce sont des personnages de rupture aussi, c'est pour ça qu'ils fascinent. C'est ce que vous décriviez tout à l'heure, Guillaume. Et c'est là d'ailleurs la filiation qu'on voit qui est assez directe entre Gauguin et Manset. Il y a évidemment la fascination pour le voyage, pour la recherche des paradis perdus, mais Gérard Manset est peintre aussi, ce qui se sait moins que chanteur et auteur-compositeur. Et sa peinture qu'il expose peu, mais qu'il a exposée il y a 3-4 ans à Bruxelles, partage avec Gauguin, si ce n'est les thématiques, au moins l'explosion chromatique, assez inattendue d'ailleurs quand on connaît les chansons de Manset, de voir combien sa peinture est incroyablement flamboyante en héritage de celle de Gauguin. Et ce que je trouve touchant, moi, c'est le dialogue qu'il fait aussi avec toutes ces... En fait, comment il titre ses œuvres. C'est vrai qu'on entre dans l'intimité de ces femmes, et c'est vrai que c'est quand te maries-tu, quelle nouvelle, et toi, tu es jalouse. Je trouve qu'effectivement, on rentre un peu, on n'est pas voyeuriste, mais il y a une certaine complicité qui se crée, et je pense que ça aussi, ça crée quelque chose une intimité, un lien avec ces vainés qui sont certes fantasmés, mais on a ce petit lien qui nous lie à elle. Et puis ça fait rêver quand même, les voyages qui durent des mois. Il y a été 2 fois, il revient à Paris pour faire une exposition, il repart pendant des mois. Et il faut y aller aussi, puisque je vous rappelle que quand même, il y a un tableau qui va partir au Qatar pour 300 millions de dollars, le plus cher au monde. Il a même dépassé le joueur de cartes de Cézanne. Donc si on veut voir cette parier, n'est-ce pas, il faut y aller. Cette exposition a donc lieu à la Fondation Bayler à Bâle en Suisse jusqu'au 28 juin prochain. Précipitez-vous. Car, comme on le disait au tout début de cette réflexion commune, il n'est pas impossible que ce soit l'une des dernières possibles, étant donné les sommes monstrueuses d'assurance nécessaires pour faire venir des tableaux qui sont répartis dans le monde entier. Donc, voici les tweets consacrés à cette exposition Paul Gauguin. Pour commencer, c'est la Fondation Bayler qui met en ligne sur YouTube une vidéo de l'acteur Keanu Reeves lisant un texte de Paul Gauguin intitulé Noah Noah, vidéo que vous pouvez revoir à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Un tweet de Thomas Levivier qui s'indigne. La Fondation Bayler à Bâle n'expose pas un Gauguin, mais le tableau le plus cher du monde, triste époque. Et on termine avec un tweet de David Blanchard du journal français 20 minutes qui trouve que la Fondation Bayler à Bâle est un lieu tellement chouette. Tiens, ça c'est intéressant.
Hein? Rappelons qu'on voit la Bretagne, hein, parce que Pont-Aven. Oui, ouais, parce voilà. qu'on parle des marquises Tahiti, mais il y a aussi la Bretagne, il fallait le rappeler. Absolument, là où il a essayé de simplifier donc sa peinture. Voici le Zap Culture, qui est évidemment proposé, avant que nous ne parlions de Véronique Sanson, par ma voisine, comme toutes les semaines. Et par Aurore Marty, rappelons-le. Aurore Marty, bien sûr. Christine and the Queens. Elle est la grande gagnante de la soirée avec 2 victoires, à savoir interprète féminine de l'année et meilleur clip. Christine and the Queens marque l'arrivée d'une nouvelle génération dans la chanson. Julien Doré rafle le titre du meilleur artiste masculin et coiffe au poteau Johnny. Mercredi à Lyon, c'était le premier concert de la tournée de Violeta, la jeune chanteuse argentine. 210 000 spectateurs ont pris leur billet pour les 37 spectacles en France et en Suisse. La magie est un marché avec des produits, des tarifs et des règles. Et la base du business, c'est le secret qui entoure les tours de magie. Pendant des siècles, seuls les saints, les rois et éventuellement les gens de cour avaient le droit d'être représentés. Mais dans les Pays-Bas prospères de l'époque, les riches bourgeois estiment qu'ils ont eux aussi le droit d'être immortalisés. Quand j'attends, chaque fois tu m'as relevé. Quand les temps sont durs, il est bon d'avoir des amis. Heureusement, Radio-Canada en a beaucoup. Près de 2000 d'entre eux ont bravé le froid pour s'entasser au Métropolis à Montréal pour montrer leur attachement au diffuseur public et leur inquiétude face à son avenir. J'aime Radio-Canada de tout mon cœur. En un demi-siècle, Tintin a traversé les océans, parcouru les 5 continents, rencontré aussi bien des Égyptiens, des Péruviens, des Chinois que des Américains. Hergé est vraiment le premier auteur de bande dessinée à se documenter à ce point, à être aussi précis dans l'authenticité des détails. Ouagadougou s'est transformé en un cirque géant où chaque coin de rue, de marché est une scène de spectacle. L'art de rue pour nous, c'est de pouvoir faire des spectacles hors les murs. Et dans les conditions en Afrique, c'est de pouvoir octroyer la culture à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer pour être dans les salles. La petite Suisse n'a en tout cas pas lésiné sur les moyens, ni sur les symboles pour marquer les esprits. Entre Charlot pour l'horlogerie et Charlie pour la chocolaterie. Jusqu'à amener les gardes suisses ou même un peu d'hiver helvétique dans la chaleur de Rio de Janeiro. Dès l'entrée de l'exposition, un tunnel mène à l'un des aspects les plus marquants des carnavals, le bruit. En Belgique, en Sardaigne ou au Maroc, partout, le même joyeux désordre. On ne peut pas vivre sans la musique. Sans la musique, la vie est vaine. Le chanteur Steve Strange est décédé à l'âge de 55 ans. Son tube nous emmène en quelques secondes dans les années 80. Louis Jourdan est décédé dans sa maison de Beverly Hills à Los Angeles. Il avait 93 ans. Il incarnait l'élégance française à Hollywood. Louis Jourdan était célèbre, notamment pour son rôle dans Gigi. Gigi, why you been growing up before my eyes? Grenade, elle a une grenade RKG russe, elle la donne aux gamins. Le dernier film de Clint Eastwood s'inspire de l'histoire vraie de Chris Kyle, un tireur d'élite envoyé en Irak pour défendre ses camarades. Clint Eastwood a voulu montrer l'absurdité de la guerre, mais en faisant de ce sniper un héros, il crée l'ambiguïté et la polémique dans son propre pays. La 65e édition du film de Berlin a couronné hier soir le cinéaste iranien Jafar Panahi. Le cinéaste, interdit de réaliser des films dans son pays et de voyager à l'étranger, conduit lui-même un taxi à Téhéran et filme la capitale iranienne. En l'absence du réalisateur, la récompense suprême de la Berlinale a été reçue par sa nièce en larmes qui joue dans le film.
Voici donc le Zap Culture qui a été préparé par Estelle et Roland Marty. Je vous rappelle que nous sommes dans 200 millions de critiques, que nous sommes à l'Institut du Monde Arabe, qu'il fait un temps magnifique sur Paris et que nous sommes évidemment avec Julie Laferrière, Michel Serruti, Estelle Martin, Alain Gerlache, bien évidemment, et Yves Bigot, pour vous parler maintenant de Véronique Sanson. Voici le sujet qui lui a été consacré par nos confrères et amis de France 2. Et puis, bien évidemment, nous parlerons de cet itinéraire bien particulier, celui de Dame Sanson. Le matin, on ira voir l'eau de Bayonne. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot païen. Je n'ai eu besoin de personne 1972. pour le rencontrer un jour, ni qu'on me raisonne. La voix unique de Véronique Sanson conquiert le public. L'amour. Son premier album, elle l'a écrit elle-même, puis enregistré avec son compagnon de l'époque, Michel Berger. En 1973, Véronique Sanson épouse le guitariste américain Stephen Stills. Encore une histoire d'amour et de musique. Après un divorce houleux en 1979, Véronique Sanson peine à trouver l'inspiration. Son retour sur scène, c'est l'Olympia en 1985. Trois ans plus tard, sa chanson « Allah » lui vaut des menaces de mort. L'artiste préfère la retirer de son tour de chant. En 1994, elle triomphe avec l'album Sans regret. Son mariage avec Pierre Palmade, un an plus tard, lui redonne sourire et énergie. Aujourd'hui, Véronique Sanson vit avec un nouvel ange gardien et elle raconte sa drôle de vie avec l'amour pour inspiration. Est-ce que vous êtes touché par Véronique Sanson? Je dois avouer, c'est ma dédicace à Mathieu Dugal, qui nous regarde certainement au Québec. Véronique Sanson, c'est un peu, pour moi, c'est un peu Céline Dion. C'est-à-dire que je suis pas très fan de Véronique Sanson, mais je dois reconnaître que quand j'écoute Véronique Sanson, avec sa voix puissante, son vibrato, amoureuse, ça me donne la chair de poule, je peux pas dire le contraire. Et j'ai une certaine admiration pour les femmes comme ça qui du jour au lendemain, décident. Alors, c'est vrai que c'était peut-être les années les plus fécondes, mais les années les plus douloureuses, ces années américaines. Mais je suis assez admirative de Véronique Sanson. Et vous voulez dire la femme plus que l'artiste? Oui, plus. Non, après, elle a fait swinger la langue de Molière. Oui. C'est un peu pompeux de dire ça, mais c'est vrai qu'elle a fait swinger. Le français, c'est pas simple. Et c'est une des rares qui arrivait après Barbara à être auteur, compositeur, interprète. On arrive après les années yéyé où c'est un peu, je veux dire, léger. Et elle, vraiment, elle amène une patte artistique que d'autres. Voilà, c'était la première après Barbara. Il faut dire les choses plus clairement que ça avant que nos camarades n'interviennent. Je veux dire, c'est... Quand ça, Estelle n'était pas claire. Si, elle est très claire. Mais c'est la meilleure artiste française de sa génération. Il faut tout raconter depuis le début parce qu'il y a de la musique, mais il y a aussi quand même cette histoire invraisemblable qui est celle de toute une époque où des jeunes filles ou des jeunes gens, mon chéri, tout d'un coup attirés par... la guitare, le rock, enfin bref. Il faut dire que c'est irrésistible aussi, cette liberté absolue que représentent les rockstars à ce moment-là. On est au début des années 70. Crosby, Stills, Nash & Young, c'est un peu les Beatles adultes et américains de porte-parole de ce qu'on appelle à l'époque la génération de Woodstock. Véronique Sanson, c'est une formidable musicienne, mais petite bourgeoise française, fille d'un député UDR, donc le parti gaulliste du 14e arrondissement, par là-bas, et qui vit avec Michel Berger, lui aussi fils du professeur Hamburger et de la concertiste Annette Haas, la haute société protestante parisienne, donc deux fils de bourgeois, excellents musiciens, ils vivent ensemble. Ils ont du succès. Ils ont un succès critique, mais qui n'est pas le succès public auquel ils aspirent et que leur talent, franchement, réclame. Véronique a déjà enregistré un album et demi. Elle est en train d'enregistrer le deuxième, réalisé par Michel Berger. Ils sont fiancés, ils vont se marier.
Ils prennent un appartement rue de Crony. Véronique Sanson croise Stephen Stills, qui est en tournée avec son nouveau groupe Manassas, dans les bureaux sur les Champs-Élysées de Bernard de Bosson, le président de Warner. Ils se croisent, c'est le coup de foudre, et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, comme selon l'expression proverbiale, elle part acheter des cigarettes, mais elle dit un matin, alors qu'ils choisissent la moquette du nouvel appart, je vais acheter des cigarettes, et de fait, on la retrouve quelques jours plus tard dans un hôtel new-yorkais où elle a donc rejoint Stephen Stills. Elle va faire sa vie avec lui à 3000 mètres d'altitude dans un bled perdu du Colorado, et puis elle va vivre pendant quelques années cette vie absolument démente et démentielle qu'on a même encore aujourd'hui du mal à attraper dans toute sa furie absolue, d'être la compagne du leader du plus grand groupe de rock du monde. Ils vont à Hawaï où ils essaient d'enregistrer un album. Elle part dans cette tournée absolument démente dans tous les stades américains qui se termine à Wembley, et elle va enregistrer donc aux États-Unis avec la bande de musiciens de Stephen Stills. D'abord un album qui est son chef-d'œuvre absolu, qui s'appelle Le Maudit, avec ce fameux morceau où elle raconte en fait toute sa problématique. Ta douleur efface ta faute, cette espèce de métathèse sexuelle dans laquelle elle se met pour essayer de trouver une rédemption par la souffrance, ce qui est un peu finalement l'expression de ce que c'est que le blues. Et d'ailleurs, quand elle le chante à l'Olympia en ce moment, sur scène, on voit que c'est le sommet du concert. Guillaume, je sais que vous y étiez comme moi, et on a presque l'impression que ce morceau est tellement, à la fois d'abord réussi, mais tellement important pour elle que elle le chante à peu près vers la moitié du concert, et qu'après, il y a une perte d'énergie, comme si ce moment était un tel apex et qu'elle se vidait tellement dans ce titre-là, qu'après, il y a autre chose. Et sa vie américaine se poursuit. Elle enregistre 2 autres albums, donc l'album Vancouver, sur lequel elle chante moitié en français, moitié en anglais, parce qu'il y a une tentation, malgré tout, de carrière américaine, même si elle n'a pas couru derrière. Et puis après, il y a l'album Hollywood, qui est encore autre chose. Là, avec les musiciens de Stevie Wonder, on commence à tirer vers le funk, vers le disco. Michel, vous vouliez parler de Véronique Sanson. D'abord, je suppose qu'on l'a vu souvent passer en Suisse en concert. Sûr. On a la même programmation musicale ou artistique des deux côtés de la frontière, les influences sont les mêmes. Non, simplement, ce que je voulais dire, c'était la première, vous le disiez aussi, ça a été la première artiste en France à être une artiste pop-rock qui sortait des années 60, qui rentrait dans les années 70 pour parler suisse, et qui était véritablement à la croisée de ces deux choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de Gauguin tout à l'heure en expliquant que voilà, il allait au-delà de la peinture. Elle, d'une certaine manière, elle va au-delà de la musique parce que sa personne est indissociable, à mon sens, de son œuvre, même si la façon dont elle a fait de la musique a été novatrice. On ne peut pas dissocier son parcours de vie, son expérience de vie de la musique qu'elle fait. Et il y a les deux choses qui nous viennent immédiatement qui nous interpellent immédiatement. Et elle est formidablement touchante, cette femme. Même si on n'est pas... Moi, effectivement, je suis un peu comme vous, Estelle, c'est pas la musique qui me branche le plus, même si je suis plus qu'obligé de reconnaître les qualités artistiques qu'elle a manifestées et créatrices qu'elle a manifestées. Mais elle nous touche, elle a partagé sa vie, elle a partagé son œuvre, donc on prend ça en pleine figure chaque fois qu'on l'entend, ça s'entend dans la manière qu'elle a de chanter, dans la manière qu'elle a de composer, et donc elle nous attrape avec ça. C'est vrai que c'est une artiste pleine, complète, qui va au-delà simplement de la musique et qui embrasse véritablement son auditoire, des fois à son corps défendant, et c'est dans ce sens-là, elle est magique, quoi. Voilà, je vous remontre le livre de Véronique Sanson, Les années américaines, Laurent Calu et Yann Morvan, et puis donc le double album, avec à la fois les titres originaux studio et des lives. Julie, est-ce que, puisqu'elle est allée plusieurs fois donc, au Québec chanter, est-ce qu'il y a encore une trace aujourd'hui de sa carrière? Oui, elle était de passage en 2012. Elle a été importante, Véronique Sanson, au Québec, et le Québec a été important pour elle aussi parce que c'est là où elle a rodé sa tournée nord-américaine. On était en 1974, et il faut voir le contexte dans lequel elle passe au Québec. Donc, la Révolution tranquille n'est pas très loin derrière, le féminisme bat son plein, c'est en plein bouleversement, et les chansonniers ont eu la part belle. Il y a eu Félix Leclerc, Claude Léveillé, Claude Gauthier, Gilles Vigneault, et là, il y a des voix de femmes qui s'élèvent. Pauline Julien, Monique Lérac, peut-être comme ambassadrice. Et là,
Diane Dufresne qui arrive avec son rock et tiens-toi bien, tiens-toi bien, tiens-toi bien, ben, j'arrive. Et ensuite, il y aura eu aussi Renée Claude, qui, elle, était une interprète, mais qui a aussi bouleversé un peu le monde de la chanson en chantant « Ce soir, je fais l'amour avec toi » et « Un gars comme toi ». Je ne sais pas si c'était le même gars de la première chanson, mais bref. Alors, il se passe des choses et Véronique Sanson passe dans cette mouvance-là et elle fait fort parce qu'elle est belle, elle est talentueuse, elle a une voix unique, elle compose son matériel. Elle s'accompagne au piano. C'est une véritable tempête qui passe sur les scènes au Québec. Et Gilles Valiquette aura été important dans sa vie parce que Gilles Valiquette, c'est un arrangeur, un compositeur, un réalisateur. Et il aura accompagné Sanson sur les scènes du Québec et aussi ensuite en Californie. Donc, c'est devenu un peu un complice. Et il faisait partie de la francophonie, donc ça devait aussi être rassurant d'avoir un bout de cette culture avec elle. D'ailleurs, il y a un certain nombre de musiciens, essentiellement, d'ailleurs, qu'elle a rencontrés aux États-Unis, qui sont encore sur la tournée en France, notamment les trompettistes, je crois, Steve Madaillon. Je voudrais regarder les tweets. Un premier tweet, ou plutôt un retweet pour commencer, que Philippe Couve, journaliste qui se fait le porte-parole d'une fan. Je suis retourné voir Véronique Sanson ce soir, histoire d'être sûr. Et c'était formidable. Un autre journaliste, Stephen Bellery, qui travaille au service culturel de RTL, qui lui a aussi vu Véronique Sanson à l'Olympia et a trouvé ça puissant, chaleureux et touchant. Voilà pour cette chère Véronique et pour les tweets. Maintenant, nous arrivons au coup de cœur. Yves. Alors, un roman qui est en fait la biographie d'une des égéries de l'underground français. C'est un monde qui est trop peu chroniqué dans notre pays. Donc, Jean-Éric Perrin, excellent journaliste rock, qui raconte l'histoire de Fabienne Schein, cette donc égérie qui a tourné avec Vadim au cinéma d'abord, avant de tourner avec les groupes de rock, mais effectivement avec Led Zeppelin, avec Pink Floyd, avec Ike Turner qui a été son amant. Mais elle avait tourné avant avec Vadim, avec Fellini. Elle a été dans les Gendarmes de Saint-Tropez, j'ai vu aussi. Oui, aussi. Elle a fréquenté le Led Zeppelin aux Gendarmes de Saint-Tropez, ça c'est des erreurs, parfois, ça peut arriver. Mais Guillaume, vous mettez exactement le doigt sur ce qui est la problématique de tous les artistes français liés à la contre-culture. C'est cette difficulté d'exister dans cette, effectivement, culture vivante des années 60 et 70 qui n'a pas de véritable existence et de support populaire et commercial en France et qui sont donc obligés de passer leur temps à aller dans des lieux populaires, foutre en l'air leur image et faire des choses absolument remarquables qui intéressent peu de monde. Mais elle était comédienne, elle, au départ, donc c'est ça? Absolument. Et donc Fabienne Schein qui a été dans des groupes avec... C'est son vrai nom, ça, ou c'est un pseudo sur le roman? Schein, c'est le nom de son premier mari. Elle était la chanteuse de Shaking Street, un groupe dans lequel sont passés Jean-Louis Aubert, Corinne Mariano, Louis Bertignac et beaucoup d'autres, et qui est le seul groupe français qui a fait une carrière pendant quelques années aux États-Unis. Et elle vit maintenant, elle a totalement changé de vie. Elle travaille dans l'environnement dans la région de San Francisco. Mais c'est une épopée de l'underground français des années 70 et 80. Et aujourd'hui, ça serait un peu comme une hit girl, c'est-à-dire qu'elle ferait de la publicité, elle chanterait avec des groupes connus. Enfin, c'est un peu ce style-là. Aujourd'hui, on n'appelle pas ça des hit girls, celles qui accompagnent groupies actives. Des groupies actives. Non, puis surtout, elles font la une des magazines. Bien sûr, elle a été, c'est-à-dire voilà, elle a été à deux doigts d'être une superstar internationale. Comme elle était française, ça n'a pas marché. Julie. Mon coup de cœur Julie Laferrière, donc votre coup de cœur. Il fait écho dans le premier sujet qu'on a abordé aujourd'hui, soit l'animation. Le site de l'Office national du film du Canada, onf.ca. C'est pas géobloqué, donc on peut le voir de partout. Et c'est une mine d'or de films d'animation. On peut voir, entre autres, le travail de Vincent Morisset. Vous pouvez aller voir Blabla. C'est un petit bijou sur la communication. C'est interactif. C'est très bien fait. On peut voir des centaines d'heures en animation. Le travail de Norman McLaren, qui est un monument dans l'animation. Mais il y a aussi des documentaires, de la fiction. C'est un très beau site. C'est très bien fait. Il se réinvente constamment. Oui. Donc, onf.ca. Je confirme, c'est remarquable et c'est étonnant de voir autant de choses sur le site onf.ca. Vous faites des trucs vachement bien avec les bras, vous. Hein? Je suis du sud. De la Belgique. Du sud de la Belgique. Je fais ça, c'est pour casser le coup de Michel qui était venu parler de son coup de cœur très sérieusement. Oui, alors sérieusement, c'est le cas de le dire parce que c'est un coup de cœur hommage à Anne Cuneo, écrivain, journaliste, metteur en scène, réalisatrice,
consoeur et collègue également, qui nous a quittés il y a une semaine de cela. C'est un grand écrivain en Suisse. Elle a eu de nombreux prix, le prix Schiller, le prix des libraires francophones dans les années 90, pour des bouquins qui ont été traduits, qui ont connu pas mal de succès. Elle fait partie vraiment des auteurs qui ont été les plus lus, les plus vendus en Suisse. Anne Cuneo, je pense à Le trajet d'une rivière ou Le maître de Garamond. Il y a toute une partie, on va dire, plus autobiographique dans le début de son œuvre, parce qu'elle a eu une jeunesse qui était passablement ballottée, difficile, émigrée italienne en Suisse, qui est devenue suisse ensuite. Elle participe de ce mouvement, toute l'émancipation de la femme, des droits de la femme, et puis ensuite, elle s'est orientée vers des bouquins plus de type de roman enquête historique qui a véritablement fait son succès. Et c'est avec beaucoup de tristesse bien qu'elle s'est éteinte la semaine passée. Anne, donc coup de cœur et hommage, à aller découvrir ou redécouvrir son œuvre littéraire, parce que c'en est véritablement une. Alors, une exposition de photos noir et blanc, ça s'appelle Nuages, c'est à Bruxelles. Et ce qui est remarquable, outre la qualité, c'est que c'est l'exposition de photos qui ont été réalisées par le présentateur du journal télévisé de la RTBF, qui est aussi le numéro 1 dans tous les sondages de présentateurs de JT, et qui, depuis quelques années, en secret, depuis longtemps, en secret, fait des photos et du noir et blanc, et ce sont des photos plutôt artistiques et poétiques, et c'est vraiment le contre-pied de ce que l'on connaît d'un présentateur de JT, homme-tronc, chez tout le monde, parlant de tous les sujets graves, sérieux ou pas, et qui révèle une partie de son intimité, de son âme. Je pense que c'est une expérience assez intéressante. Et donc, il s'appelle François de Brigode. Et donc, j'allais terminer. Il s'appelle François de Brigode. Et d'ailleurs, on peut voir aussi un certain nombre de clichés sur le site www.debrigode.com. Sinon, à Bruxelles, c'est à la galerie Young Gallery, avenue Louise, et c'est jusqu'au 28 février. Ça a l'air magnifique. C'est des grands formats? Ce sont des grands formats. Oui, ce sont des grands formats. Et donc, ça permet justement aussi de sortir du format un peu télévisuel classique que l'on voit de plus en plus petit. Tu es en train de nous dire que les présentateurs de journaux peuvent avoir du talent, c'est ça? Ils peuvent avoir d'autres talents que simplement annoncer la misère du monde. J'adore quand il dit « chez nous ». C'est vraiment, j'aime beaucoup cette petite expression de François de Brigode qu'on entend puisqu'il le journal de la RTBF est sur évidemment, Télé5 vous le Monde, connaissez aussi, il est régulièrement sur les antennes de Télé5 Monde. C'est un grand modèle aussi, ça c'est rare pour les présentateurs de télévision. Mais bon, bref, ça c'est un aparté. Ma chère Estelle, votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, vous allez adorer, Guillaume. C'est un jeu vidéo. Je sais que vous aimez les jeux vidéo. Donc, c'est Medelia et il est lancé par l'Institut du monde arabe, où nous sommes actuellement. Et c'est un jeu qui se veut pédagogique, mais c'est d'abord un jeu. Je l'ai fait tester par mon modèle à la maison. Et il a beaucoup apprécié. Donc c'est vraiment une chasse au trésor pour nous présenter la Méditerranée médiévale. Donc il y a des énigmes, on doit trouver un trésor et on parcourt comme ça des villes comme Kairouan, Le Caire, Damas, Venise, Cordoue. C'est une application sur les smartphones et autres tablettes. Ça coûte 4,99 €. Magnifique. Beaux-Arts Magazine, puisqu'on parle de la coupe. Intelligent. Téléphone. Voilà. C'est vraiment une initiative très, très intéressante. Oui, c'est une première pour l'Institut du monde arabe. Et qui montre bien qu'un musée aujourd'hui n'est pas simplement un espace ou un institut clos, géographique, mais doit se diversifier. La preuve, on est là. Voilà. Beaux-Arts Magazine, vous savez qu'il y a beaucoup de revues d'art donc en France. Ce numéro-là est consacré évidemment à la couleur, le pouvoir de la couleur. Et évidemment, il y a un grand article sur la rétrospective Gauguin. L'occasion de vous parler, pour terminer donc ces coups de cœur, d'une exposition d'un artiste allemand qui s'appelle Jonathan Mese. Alors les grands peintres allemands, vous les voyez un peu partout dans le monde. Sigmar Polke, une grande rétrospective à Londres. Il y a eu des rétrospectives aux États-Unis, en Angleterre, de Gerhard Richter. Je crois même chez la Fondation Baylor en Suisse aussi, de Gerhard Richter. Ce sont les gens qui ont à peu près 80 ans. Jonathan Mese, il a 45 ans. Il travaille à la galerie Templon à Paris. Et alors, il a eu une commande de la famille Wagner pour faire les décors de Parsifal. Et Jonathan Mese, il ressemble un peu à une rockstar des années 70. Il a les cheveux jusque-là, il est gentiment cintré et il fait une peinture extraordinairement excessive. Et donc, à la fois excessive, excentrique et donc très expressionniste dans la tradition allemande. Quand il a rendu ses projets de décor, la famille Wagner, plus, vous savez que ça fonctionne avec des crédits régionaux, ils ont fait non, on ne va pas traiter Richard Wagner comme ça. Et donc,
il a pris des projets, il a fait des tableaux sur fond noir pour exprimer sa colère. Et donc, il a fait des tableaux. Il a repris cette idée de mélanger sa colère avec Parsifal de Wagner. Et je dois dire qu'il faut aller jeter un coup d'œil à ces toiles qui sont à la galerie Templon. C'est la grande tradition de la peinture allemande expressionniste. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça déménage. Donc, il s'appelle Jonathan Mese avec 2 E. Merci à vous tous d'avoir suivi donc 200 millions de critiques. Nous sommes à l'Institut du monde arabe et nous sommes une joyeuse bande qui vous accompagne toutes les semaines avec le plus grand plaisir. Ciao.